Bonjour à tout le monde. Je crois qu'on va essayer de démarrer. Pour ne pas être trop en retard, on n'a qu'une fourchette de 50 minutes. Merci d'être là. Je suis Alain Logbo, je suis le directeur commercial de chez Lockmin. Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler. On va arriver à qui est Lockmin. Aujourd'hui, on va essayer de parler de l'expérience client vue d'aujourd'hui, mais surtout avec les opportunités futuristes qui arrivent avec la montée de la mobilité et de l'IoT, ou de l'IDO. Et ce sera sans doute une opportunité pour nous de comprendre un peu les enjeux de la fragmentation de l'expérience client aujourd'hui et les opportunités qui sont attachées avec la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir créer un parcours connecté. Lockmin est un peu au centre de la connectivité. Il devient difficile parfois de définir ce qu'on fait. Je dirais simplement en quelques mots, on croit qu'avec la connectivité, il y a des opportunités qui sont plus que croissantes dans la vie, que ce soit en affaires. Et Lockmin essaye, n'est-ce pas, avec le portefeuille de différents produits, parce qu'on est dans beaucoup d'écosystèmes. Certains vont nous retrouver, n'est-ce pas, au niveau de l'engagement client, de l'engagement et de la relation client. D'autres vont nous retrouver au niveau de l'espace de l'identité et de la gestion des mots de passe. Certains au niveau de la collaboration et des conférences web. Et des fois, ça crée un peu de la confusion. Mais il y a une position assez stratégique que nous tenons. Et on va peut-être essayer de vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui on arrive avec le nouveau concept du parcours du client connecté. Parce qu'on croit qu'il y a une vraie fragmentation au niveau, n'est-ce pas, de l'expérience du client vue aujourd'hui, vue de la présentation d'aujourd'hui, du parcours qui est fait avec les solutions offertes. Qui est Lockmin? Lockmin est une société américaine cotée en bourse du Nasdaq avec pratiquement 1200 employés. On est la seule société de services cloud qui a connu pour les 5 dernières années un taux de croissance de plus de 25%. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est pratiquement 2 milliards de taux de capitalisation et c'est 60%, n'est-ce pas, de R&D. Donc on a vraiment de l'effectif qui est focalisé au niveau, n'est-ce pas, de la recherche et du développement. Mais c'est aussi pour pouvoir vous faire comprendre un peu et mettre en contexte sur le territoire français. C'est un partenaire stratégique pour des comptes comme Microsoft, SFR, Orange, La Poste, Econocom, pour ne citer que certains qui me viennent à l'esprit. Mais on est aussi présent dans pratiquement 8 ou 9, parce que 9 maintenant, on a des bureaux avec le rachat d'une société, Laspace, ici en France. Donc on est pratiquement présent dans 9 différentes localités dans le monde. Vous avez pu le voir, Sydney, San Francisco, Boston qui est un peu notre quartier général, Budapest qui a le plus gros centre de développement en Europe de la partie recherche et développement, et Londres où je suis, et Bangalore, Dublin où il y a un autre quartier général en Europe, et pareil comme je l'ai dit avec le rachat de Laspace. Pourquoi parler aujourd'hui de l'expérience client ou du parcours connecté? Je crois que certains d'entre nous ont déjà eu à avoir une certaine forme d'interaction avec, disons, de l'assistance ou un engagement réel offert par des entités quelconques. Ça peut être dans un magasin, ça peut être sur un site web. Mais une des réalités classiques aujourd'hui, c'est le cycle du support ou de l'engagement n'est pas complet. Je vais prendre un exemple pour essayer de faire traduire un peu littéralement la pensée. Aujourd'hui, une société comme Darty va essayer de nous engager, que ce soit dans le magasin du coin, on a des vendeurs qui sont souvent là, ou des assistants, ou sur les plateformes web. On a deux fois des agents virtuels ou même des agents directs en mode chat. Mais vous allez vous rendre compte que cette interaction ne va que de la prospection à la vente. C'est un peu souvent le cycle classique. Mais ce n'est pas la durée du cycle de vie du produit. La plupart du temps, on achète un produit avec une garantie d'une année, de 2 ans, 2 fois peut-être un peu plus longuement de la part de l'ODM ou de l'OEM. Qu'est-ce qui arrive quand quelque chose ne fonctionne pas? Quand je n'arrive pas en tant que client à pouvoir éventuellement paramétrer le dispositif que j'ai acheté chez le vendeur du coin, hein, ou éventuellement tout simplement comprendre le fonctionnement, ou bien il est tout simplement défectueux. Qu'est-ce qui arrive? La plupart du temps, je crois que c'est un instinct humain, on a tendance à adopter ou bien se reconnecter avec le premier lien de connexion qu'on a eu. Donc si j'ai souscrit par exemple sur un site web
en ayant un agent virtuel qui m'a assisté d'une manière assez efficace à pouvoir éventuellement faire la sélection d'un produit et convertir à une vente. J'ai tendance, quand le produit n'est pas en train de fonctionner ou de tout simplement me donner mes attentes, de repartir vers le même canal. Mais aujourd'hui, ce sera un challenge pour tous. Il n'y a pas cette possibilité. Si je rentre par le canal, par exemple, le chat que j'aurais choisi, on va se rendre compte qu'il y a une certaine forme de limitation au niveau du support du produit. Et ça crée une frustration pour le client. Je crois qu'il n'y a pas de secret dans cela. Et on va le voir tout à l'heure avec c'est un retour des recherches qu'a fait Ovum, qui est un peu un think tank similaire à Gartner. Il y a une forte frustration qui parfois crée, n'est-ce pas, un rejet de la marque ou parfois une tendance à pouvoir adopter de la concurrence. Je crois que les statistiques sont assez impressionnantes si aujourd'hui on a quelques responsables, que ce soit du monde commercial ou même de l'engagement ou de la relation client. Là, voilà un peu certains clients de Luckmin, c'est un peu global. Après, on va peut-être se focaliser sur la France, mais il y a des très grands noms. On fait vraiment du B2B, donc des fois il y aura une certaine forme d'association ou d'utilisation des produits sans que vous vous ayez rendu compte. Donc, des fois, les produits prennent complètement le layer de l'utilisateur final sans pour autant que Luckmin soit marqué. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est Samsung, c'est Microsoft, c'est Unisys, pour certains qui ont une certaine idée. C'est Téléperformance. Donc, s'il y a vraiment des gens associés avec des call centers ici, on en travaille avec beaucoup. Mais c'est aussi, n'est-ce pas, comme je le disais, le ministère de la Défense en France, ce sont les collectivités locales. On a une entité qui a plus de 1400 collectivités locales. Ce sont des universités avec des solutions un peu plus ou moins éparpillées. On va parler un peu plus de la journée du client connecté. Pourquoi connecté? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le profil de l'utilisateur est en train de changer ou du client est en train de changer. Il est de plus en plus mobile, il est constamment connecté sur Internet ou bien sur d'autres formats. Mais en réalité, il est aussi de plus en plus demandant. Il y a un revers complètement au niveau des habitudes du client. C'est plus comme avant, on avait tendance au niveau des éditeurs ou des offreurs de services à pouvoir conditionner la vie de l'utilisateur. Aujourd'hui, c'est plus ou moins le revers. L'utilisateur nous dit ce qu'il veut et surtout comment il le veut. Donc le format est en train de changer. Donc je crois qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas meilleur asset pour une compagnie que le client. Donc ça devient assez important pour toute entité de pouvoir contrôler réellement l'engagement que ces derniers ont avec leur base clientèle. Comme je le disais tantôt, quelques éléments un peu de Ovum. L'expérience client aujourd'hui est fragmentée, conduit à une certaine forte frustration. On a 53% de gens qui pensent que joindre un interlocuteur, c'est vraiment un pire. Bon, être capable de joindre, comme je l'ai dit tantôt avec l'exemple de Darty, ayant acheté éventuellement un frigo ou un réfrigérateur, être capable de repasser par le canal, par exemple, le chat, on va essayer de tirer un peu sur les chats parce que la France est un peu en retard sur ce type de canal, devient impossible quand j'arrive éventuellement à ne pas connecter ce réfrigérateur à une des prises, n'est-ce pas, électriques de chez moi. Et 84% de 53% disent complètement qu'ils sont tentés à pouvoir passer à la concurrence. Comme je l'ai dit, c'est quand même assez effrayant comme chiffre. Donc si d'une certaine manière on n'arrive pas à se connecter avec notre client, il va à la concurrence. Je crois que sommairement, c'est un peu ce qu'on peut tirer. Comment est-ce qu'il faut aujourd'hui détecter déjà cette fragmentation et comment est-ce qu'il faut éventuellement la reparer? C'est un peu là où Luckmin arrive avec, disons, ces nouveaux concepts qu'on a. Pour nous, c'est simple. On doit être capable d'engager l'utilisateur sur toute la durée de la vie du produit. Donc, si j'ai un produit aujourd'hui, depuis la partie de l'usine, il est important que je sois capable de me connecter à ce produit, d'avoir des informations relevantes de remontée de ce produit. Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il ne fonctionne pas? Et on va voir un peu plus tard les opportunités qu'elles peuvent, n'est-ce pas, tirer au niveau des services générés autour, n'est-ce pas, de ce type d'approche. Mais au-delà de ça, une fois j'ai le client qui souscrit à un de mes services ou qui achète un de mes produits, j'ai envie que selon les canaux qui lui sont offerts, n'est-ce pas, d'engagement et d'interaction, que je sois capable de lui offrir éventuellement une certaine forme de suivi. Donc, une chose qui s'est passée, ce n'est pas que les compagnies, aujourd'hui, comme on a parlé du cas des Darty, ne veulent pas. C'est tout simplement qu'il y a une certaine forme de dénivellement au niveau, n'est-ce pas, des outils qui sont utilisés. Avant, des solutions, prenant le cas un peu de la solution de LiveChat, qui est vraiment un outil assez percutant, on va voir un peu le pourquoi, et beaucoup fait, n'est-ce pas, pour pouvoir être engagé, mais engagé, comme je l'ai dit, au premier niveau. On a tendance un peu à se limiter à la prospection et à la vente.
une fois la vente est passée, si j'appelle le vendeur ou bien l'entité qui m'a vendu un produit, j'ai tendance à lui dire ça ne fonctionne pas. Il se demande comment est-ce qu'il faut connecter. Ça devient un autre numéro de téléphone qu'il faut éventuellement passer. Ça devient un autre commercial qu'il faut peut-être voir. C'est vraiment une frustration réelle. Je vais essayer de me focaliser pour 2-3 minutes au niveau, n'est-ce pas, de la chat, parce que je suis sûr que parmi vous, il y a peut-être du personnel qui est intéressé, n'est-ce pas, à des meilleurs moyens de communication. Aujourd'hui, le téléphone est plus prévalent en France. D'autres moyens le sont beaucoup moins. Je suis membre de l'AFC, peut-être certains d'entre vous savent ce que c'est, dont l'Association française de la relation client. Il est assez incroyable d'imaginer que la France est vraiment un peu en retard par rapport à beaucoup de pays en Europe, tenant un peu compte de l'économie française, plus en retard que le Portugal exactement sur l'adoption de ce type de technologie. Mais aujourd'hui, certaines statistiques sont assez claires sur ça. Donc, on a plus de chances, 4,6 fois, de convertir par exemple un chatter, quelqu'un qui arrive via une chat avec une forme, n'est-ce pas, d'assistance, que le ferait exactement sur une interface digitale qui n'a pas ce type de service. Mais il y a aussi 50% de taux d'abandon qui est complètement plus ou moins sauvé en ayant exactement cette forme d'interaction. Donc la chat fonctionne d'une certaine manière. Je ne vais pas aller plus loin avec déjà le coût du téléphone qui est pratiquement 3 à 4 fois plus cher que ce type de format. Et au niveau de l'efficacité, la possibilité d'avoir deux fois sur un opérateur 3 ou 4 personnes capables de pouvoir supporter, n'est-ce pas. Donc on ne vend pas les mérites. Le seul problème, c'est comment aujourd'hui on peut, n'est-ce pas, aider de plus en plus les sociétés françaises à pouvoir adapter ou à adopter exactement ce type d'outils. On va essayer de parler un peu du parcours client en lui-même. Aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, les sociétés ont des usines. On va prendre le cas de Darty, peut-être parce que c'est une marque que nous pouvons, n'est-ce pas, tous être connectés d'une manière ou d'une autre. Darty aura, n'est-ce pas, éventuellement sa marque maison. Dans ça, on entend tout simplement des produits propres, n'est-ce pas, de Darty. Des usines de fabrication, dont des fois ils revendent des marques de plusieurs ODM ou OEM. Mais ils auront aussi éventuellement des sites web sur lesquels on peut éventuellement faire du shop online. Des sites mobiles, du téléphone. Il y a certains qui commencent à offrir, n'est-ce pas, des services directement à travers le téléphone, mais aussi une certaine forme de connexion à travers des plateformes sociales. Et comme on peut le voir, clairement, ça devient une certaine forme de multiplicité au niveau des canaux de connexion du client. Et le problème qui se pose pour beaucoup d'entités aujourd'hui, c'est je peux aller physiquement dans un site, y entrer, faire mon shop et ressortir et être complètement à l'anonymat. Je entre dans une boutique Darty du coin, je parcours, je sélectionne des produits, je cherche des produits, je ressors, Darty n'en sert absolument rien. C'est un problème exactement si on veut vraiment tirer un levier au niveau, n'est-ce pas, de cet engagement qu'on a parlé en premier lieu. Si on veut vraiment être sûr qu'on sert les besoins de ce client, qui est sans doute le meilleur asset de la compagnie, je crois qu'on est complètement court quelque part. Je peux aller sur le site web, ayant passé 30 minutes au préalable dans un shop, faire mes recherches, ayant même des entités de tracking au sein de ce site web, il n'y aura aucune corrélation entre la première action et la seconde. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la fragmentation au niveau, n'est-ce pas, du parcours client. Donc les entités, comme Darty ici, n'auront pas la possibilité de profondément connaître le client. Et si je n'arrive pas à connaître mon client, comment est-ce que j'arrive à lui passer des informations relevantes? Encore moins me connecter à lui. Encore moins offrir ses besoins. C'est un peu ce qu'on essaie, n'est-ce pas, de pouvoir changer. Et pour changer cela, je crois que ce n'est pas compliqué. Il faut tout simplement créer des produits connectés. Donc des produits aujourd'hui qui me permettront de m'identifier. Et ce sera assez intéressant quand je vais vous illustrer un peu certains exemples sur des POC et des situations live qu'on a déjà eues où ce genre d'approche peut, n'est-ce pas, nous apporter. Donc, aujourd'hui, cette remarque que je voulais faire, c'est sur la transformation, n'est-ce pas, du support de ce que l'on peut appeler l'IDO en France, par exemple. Tout est en train de changer, mais tout est en train de se connecter. Tout ne sera pas fait, mais on pense aujourd'hui pratiquement quelque chose comme 1 à 1,5 milliard, par les chiffres Oxy, ne me tenez pas tellement au bout de ça, de personnes ou de produits connectés en ce moment. Peut-être pas suffisamment connectés, mais quand même connectés d'une certaine manière.
Donc, c'est une opportunité assez incroyable. Et si on essaie d'imaginer plus ou moins les projections de Gartner, on dit pratiquement il y aura 9 milliards d'objets qui seront, n'est-ce pas, connectés d'ici 2018. C'est pas si loin que ça. C'est beaucoup moins de 2 ans. Donc, pour les sociétés, ça offre une opportunité assez incroyable de pouvoir réellement révolutionner leur engagement client et pouvoir comprendre comment mieux ils peuvent créer un parcours du client connecté. Parce que ça change un peu la donne d'une certaine manière. Aujourd'hui, on pense que 21% des entreprises ont déjà déployé un produit connecté. Peut-être pas suffisamment connecté, mais quand même connecté d'une certaine manière. Et pratiquement 28 sont en train de penser le faire entre 6 ou 24 mois. Donc d'une certaine manière, si on regarde la trajectoire, tout le monde est convaincu qu'on devrait être connecté d'une certaine manière. Le client le sera aussi. Comment est-ce qu'on peut non assurer tout simplement que ce parcours est vu, que ce parcours arrive, n'est-ce pas, à nous donner les besoins élémentaires de la création, par exemple, d'un CRM qui est de mieux connaître son client, avoir les données de ce client et sans doute lui servir, n'est-ce pas, à travers ces données. Donc c'est un peu l'enjeu et c'est ce qu'on essaie, n'est-ce pas, éventuellement de pouvoir résoudre. Parce que, comme on le verra, je l'ai dit, on va prendre 2 exemples de POC qu'on a déjà eu à mettre en route. Les retours sont assez incroyables. Le retour, n'est-ce pas, de ce type d'investissement, c'est assez incroyable. Et c'est assez clair, si on le dit, 250 fois, est la croissance du volume d'appels des services qui sont initiés par un produit ou un non-utilisateur d'ici 2018. Donc, d'une certaine manière, les ODM ou les OM n'auront pas de choix. Plus vous allez pousser les produits à l'extérieur, plus le client qui aujourd'hui est en train de changer dans son format aura besoin d'une certaine forme de support. Et ce client devient de plus en plus payant. Je suis un bon exemple. Il n'ira pas lire un manuel de 60 pages, je vous garantis. Il n'ira pas le faire. Il voudra la réponse tout de suite, quand il le veut, et surtout sans erreur. Donc il faudra tout simplement être capable, n'est-ce pas, de s'adapter, de créer ce qu'on appellera, n'est-ce pas, de plus en plus un engagement prédictif, ou alors un support préventif. Donc, l'IDEO, je ne vais pas vous vendre un peu plus ou moins la pensée de l'IDEO, mais on est en train de tous penser que plus ou moins c'est un peu la partie futuriste. Il n'y a pas encore peut-être des produits qui arrivent à pouvoir nous donner clairement une visibilité, mais chacun y est entré d'une certaine manière. D'accord? Par IDEO, c'est tout simplement l'Internet des objets connectés. Mais c'est un marché qui est assez énorme pour le moment, du moins dans les projections qu'on est en train de faire. Donc pratiquement 1,7 milliard pour le moment, mais d'autres pensent que d'ici 2018, 2019 ou 2020, on sera 5 ou 6 ou 7 fois exactement ce genre de chiffre. Donc pour beaucoup d'entités, c'est vraiment quelque chose d'assez agréable comme position, n'est-ce pas, à avoir. Vous me direz, aujourd'hui, les clients connectés, est-ce que ça touche tout le monde? Pratiquement un peu tout le monde, pour être honnête avec vous. C'est un secteur peut-être plus que d'autres, mais globalement un peu tout le monde. On va le voir, que ce soit le secteur bancaire, on va voir un peu aujourd'hui comment on est en train de changer un peu la notion, n'est-ce pas, du QAC, Know Your Customers. On était dans un projet avec Unicredit. Ils changent aujourd'hui la méthodologie, n'est-ce pas, de pouvoir ouvrir vos comptes bancaires. On n'a plus forcément besoin que vous commenciez à vous déplacer physiquement à une agence, prendre un rendez-vous avec un banquier pour être capable de l'ouvrir. Vous pouvez, n'est-ce pas, le faire éventuellement depuis le confort de votre chaise chez vous, être capable, n'est-ce pas, d'être analysé, d'avoir un vecting clair au niveau de vos documents et d'être assisté simplement. Voilà comment on veut changer plus ou moins aujourd'hui. La donne est simple, je l'ai dit, le client en lui-même est en train de changer. C'est un client qui est impatient, c'est un client qui est informé, c'est un client qui veut quelque chose tout de suite. Dans le secteur de l'aviation aussi en train d'être révolutionné, d'accord? On est constamment en mobilité, comment est-ce qu'on peut garder exactement cet élément de la collaboration, hein, mais d'être sûr qu'on a totalement ce support au niveau des applications mobiles ou même au niveau, n'est-ce pas, des services qui sont offerts à travers ce type d'application. Les secteurs qui sont vraiment très impactés, aujourd'hui, c'est le secteur de la distribution. On le voit de temps en temps. J'ai pris Darty aujourd'hui. C'est peut-être parce que je suis en train de travailler avec le groupe HTM sur des projets de révolution complète. Mais on va parler beaucoup plus un peu du cas de Armour, qui lui a déjà un peu eu à s'avancer. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu la marque Armour. C'est beaucoup plus un équipementier sportif américain, de plus en plus présent. Et aujourd'hui, ça représente un bel exemple parce que ces gars seront soit au niveau, n'est-ce pas, des usines, soit au niveau, n'est-ce pas, de l'espace digital. Et on va essayer de voir aujourd'hui comment est-ce qu'ils veulent ou bien sont capables de pouvoir, n'est-ce pas, créer cette connexion du tracking de leurs clients, peu importe exactement le canal choisi par ce dernier. Dans le monde hôtelier,
C'est aussi un monde qui de plus en plus aura besoin. Alors, comment est-ce qu'on peut épargner, n'est-ce pas, de l'eau lorsque quelqu'un sort parce que le foyer, c'est une forme d'intimité dans les chambres, il n'y a pas assez de visibilité. Mais comment est-ce qu'éventuellement je peux, n'est-ce pas, contrôler ce type de dépenses? Mais les secteurs, par exemple, de la santé, le secteur, n'est-ce pas, de la pharmacologie est un secteur où vraiment de plus en plus ces objets connectés vont commencer à aider. On va essayer beaucoup plus de s'orienter vers des choses aussi simples. On a pris, n'est-ce pas, le cas de la distribution, de la grande distribution. On va essayer de voir comment aujourd'hui ce parcours est un peu mitigé. Donc c'est assez simple. Si je prends un exemple, je suis là, j'entre éventuellement dans le site de Darty, mais comme je l'ai dit tantôt, il y a de cela 2 semaines ou une semaine plus tôt, je me serais peut-être allé dans une boutique principale telle que nous connaissons les structures et les solutions offertes aujourd'hui. Il est impossible de savoir, au vu des CRM qui existent, au vu de la technologie qui existe, d'identifier ce client qui a pu nous appeler au téléphone, nous envoyer un email, nous connecter à travers Facebook et aller sur 2 ou 3 de nos magasins ou boutiques et de revenir. Je n'arrive pas à faire cette connexion. Et je crois qu'on est simple, on peut tous définir, on ne connaît pas suffisamment nos clients. Alors, je vais essayer de vous prendre un exemple avec le projet Amour. Qu'est-ce qui se passe? Amour est exactement un classique, un exemple typique. Ils ont des usines, ils font des chemises, des raquettes, tout ce qui est sportif avec la marque Amour. Ils ont des sites internet, ils ont des sites mobiles. Aujourd'hui, on a pu créer avec la partie Zaveli qui est connectée. On va voir un peu pourquoi est-ce qu'on arrive nous à se différencier avec d'autres fournisseurs, n'est-ce pas, de services ou alors de produits cloud. Alors, chez Amour, quand on arrive dans une boutique d'Amour, à travers une carte RFID, par exemple, qui peut être tout simplement votre carte marchande ou bien votre carte client, dès que vous entrez dans la boutique, vous êtes automatiquement identifié à partir des sensors qui sont embeddés au niveau de votre carte. Et quand vous marchez, parce que dans tous les magasins Amour, on a dû planter éventuellement les senseurs, il identifie, n'est-ce pas, votre parcours. Donc, en temps réel, si je m'arrête à une étagère, on va prendre le cas celui des tennis Nike, pour 15 minutes, Amour a, n'est-ce pas, la remontée de ce genre d'informations. Certains gens vont me dire que c'est peut-être très intrusif, mais ce n'est peut-être pas vraiment le cas, parce qu'on va parler un peu du big data et du small data d'une certaine manière. Vous allez voir comment ce type d'information devient vraiment relevante pour l'utilisateur. À la sortie du magasin, quand je vais sur le site internet, Amour vous force plus ou moins à vous identifier à partir de 2 ou 3 initiaux. Mais en même temps, il y a une géolocalisation, n'est-ce pas, de votre positionnement. J'arrive à connecter à partir de ces données, n'est-ce pas, je suis en train de parler à la même personne. Et cela est directement rassemblé, n'est-ce pas, autour du CRM. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Arnaud se rend compte que Pierre a été pendant 15 minutes dans le shop de Manhattan devant les chaussures Nike. Mais il y a de cela 20 minutes plus tôt, il était sur le site internet devant les chaussures Nike. Je crois que là, on peut voir facilement une certaine forme de connexion. Il y a peut-être, n'est-ce pas, un intérêt pour Paul ou Pierre autour des chaussures Nike. Et je peux, n'est-ce pas, personnaliser, par exemple, le message que j'enverrai à Pierre autour des chaussures Nike. Ça devient un message qui est complètement relevant pour vous. Et il y a moins de chaos au niveau, n'est-ce pas, du junk email que vous pouvez, n'est-ce pas, recevoir autour de plein de choses, parce que c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui. Quand il y a des promotions ou bien quand on veut informer le client, on jette un peu tout sur le mur, on voit ce qui colle. Et deux fois, c'est complètement à Bourg-Soudan. C'est complètement ennuyant. On a tendance à complètement être off. Là, maintenant, je peux complètement personnaliser l'offre. Je peux me rendre compte que Paul ou Pierre est un client assez régulier. Et je peux peut-être lui dire qu'il y a un forfait de 15% qui s'appliquerait si vous achetez aujourd'hui. Ça change les habitudes, que ce soit, n'est-ce pas, du fournisseur ou éventuellement de l'utilisateur. Ça, c'est par exemple une avancée assez importante au niveau, n'est-ce pas, de la connexion de ces différents parcours, par exemple. Mais la chose qui sera beaucoup plus intéressante, on va essayer de la pousser parce qu'aujourd'hui, ça peut peut-être être fait avec les technologies existantes, ça sera comment le cycle du client sera complètement contrôlé. Parce qu'on l'a dit tantôt, une des choses est au niveau de l'engagement, prospection. On est en train de chercher de nouveaux clients, on est en train de vouloir, n'est-ce pas, créer les liens avec le nouveau prospect. Et au niveau de la vente, on est très fort. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelque chose ne fonctionne pas? Parce que ça arrive. Peut-être pas tout le temps, mais ça arrive quelquefois.
Alors on va créer une autre chose, on va le voir peut-être plus tard. Il y aura la possibilité que dès que j'ai acheté, n'est-ce pas, ce frigo, ou alors cette montre, ou éventuellement ce téléviseur chez Darty, dès qu'il ne fonctionne pas, si je suis allé dans la boutique Darty, je peux y réaller si je le veux, mais si Darty offre un accès à travers, n'est-ce pas, ces canaux, donc dans ce cas, par exemple, on l'a vu, le support des réseaux sociaux, par exemple un Twitter, je peux toujours, n'est-ce pas, transformer, par exemple, cette session de Twitter en une session, n'est-ce pas, de support. C'est une forme de révolution qu'on est en train de faire. D'accord, on va essayer de prendre un peu certains exemples en allant un peu en avant. Mais la création est très simple, c'est qu'aujourd'hui, pour résoudre ce problème qui est lié, n'est-ce pas, à une certaine forme de fragmentation du parcours complet, qui crée une frustration plus tard, il faut pouvoir, n'est-ce pas, réinventer plus ou moins les différents points d'accès. Ce n'est pas une problématique qui sera similaire pour tout le monde. On a pris peut-être le cas d'un distributeur de grande surface. On va aller peut-être dans le cas d'un assurant, on va voir que c'est complètement différent. Et on va essayer, n'est-ce pas, de parler aussi d'un exemple de AXA et d'Alliance pour faire un peu voir comment aujourd'hui cette approche, ce concept en lui peut, n'est-ce pas, être appliqué sur pratiquement des utilisateurs ou bien des secteurs variables. Dans ce moment aujourd'hui, on est clair, il est difficile de pouvoir voir, comprendre un peu le voyage du client à travers, n'est-ce pas, les différentes plateformes que nous offrons. Comment est-ce qu'on peut remédier? Ça devient un peu le challenge qui sera sans doute l'opportunité de demain et nous pensons que ça commence à partir d'aujourd'hui. Donc, toute société sera, moi c'est une des meilleures codes que j'ai. C'est très clair, ça vient du président directeur, n'est-ce pas, de GE, qui est General Electric, pour certains d'entre vous qui ne remarquent peut-être pas la sigle. Il dit clairement, toute compagnie industrielle va devenir, n'est-ce pas, une compagnie de services. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de choix. Avec le changement que nous sommes en train de connaître, vous ne pouvez plus rester avec la vieille donne. Et je vais vous faire voir un peu plus ou moins quelle est l'approche que nous sommes en train de prendre pour essayer, n'est-ce pas, de pouvoir transiter complètement vers cela. Clairement, si on regarde, hop, je suis allé très vite, si on regarde clairement, traditionnellement, c'était simple. Si j'étais un manufactureur, je crée le produit, je l'envoie chez mes distributeurs, je crois que le job est totalement fait. On l'a dit tantôt, tout sera connecté. On est à 25 ou 26% pour le moment. 28 ou 30% des gens sont en train de penser de le faire, n'est-ce pas, entre 3, 4 ou 6 ou 8 mois. On va arriver, n'est-ce pas, un peu plus grand en allant vers 2018. Il n'y a plus de choix. Je dois changer aujourd'hui ma façon. Je dois être capable de pouvoir avoir la remontée des informations de mon produit une fois que ce produit est complètement mis en marché. Je vous prends un exemple. On travaille avec un fournisseur de matelas, d'accord, au Japon. Et c'est que ce dernier fait, c'est qu'il met des senseurs, par exemple, dans son matelas, j'imagine, pour pouvoir permettre une meilleure compréhension, par exemple, des performances de son matelas, mais aussi, sans doute, de l'utilisation de ce matelas pour ses utilisateurs. Et une chose qui est assez intéressante, parce que moi j'ai un exemple, j'ai ce matelas exactement chez moi, j'arrive à me rendre compte que mon fils, qui n'a que 6 ans et demi, arrive à se réveiller. J'ai vu ce pattern, cette suite-là, cette coïncidence, pratiquement tous les jours, entre 1h du matin à 2h30. Je me suis rendu compte qu'il ne dort pas, parce que je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais l'application me le dit aujourd'hui. Il me le dit clairement, de 7h à 7h, il n'y a personne qui est couché sur ce lit. Et j'avais des préoccupations. Moi, je me disais, écoutez, soit mon fils exactement a des problèmes d'autres, je peux m'imaginer en tant que parent plein d'autres choses. Jusqu'au jour où je décide, je vais essayer de voir ce qui se passe parce que je vais me réveiller un beau matin à 1h20, je vais voir exactement ce qui se passe dans sa chambre. Et je me rends compte que ce dernier est juste devant une télévision. Il est en train de voir ses dessins animés. Il a appris, je me rends compte qu'il a appris à allumer la télé tout seul, à voir ses dessins animés. Mon point est le suivant, c'est que ça change aujourd'hui les habitudes et l'interaction qu'on commence à avoir avec notre monde. Ce vendeur de matelas peut aujourd'hui clairement vous dire combien de temps vous dormez, avec certitude. Il peut vous dire combien de temps vous dormiez hier, comparativement à combien de temps vous dormez aujourd'hui. On peut, n'est-ce pas, se rendre compte si ce matelas est vraiment fait pour vous ou pas, s'il arrive à améliorer votre sommeil. Moi, d'une certaine manière, assez sommaire, je dis, il ne vend plus le matelas, il vend du sommeil. Donc on arrive à un changement vraiment social au niveau, n'est-ce pas, des habitudes et des tendances avec ce genre d'appréhension.
Mais pour l'industriel qui est le manufacturier, ça change exactement tout. Parce qu'en mettant ces senseurs, il commence à contrôler son matelas. Il connaît quand il arrive à la fin du cycle de vie de ce matelas. Il arrive à interagir avec l'utilisateur pour savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Peut-être qu'il y a lieu de vous offrir un nouveau matelas qui sera plus performant, 30% exactement que celui d'avant, peu importe. Mais j'arrive, n'est-ce pas, réellement à savoir ce qui ne va pas avec ce matelas. Donc on change pratiquement le concept parce qu'on commence à entrer dans ce qu'on appelle du préventif ou du prédictif. J'arrive complètement à contrôler le cycle de vie, mais en même temps, n'est-ce pas, le partage de la redistribution, n'est-ce pas, de mes services. Et c'est ce qui arrive, n'est-ce pas, à pouvoir être un changement assez global entre l'ancienne société qui était plus traditionnelle, je fais juste mes produits, je les dispatche, à la nouvelle donne qui sera, n'est-ce pas, beaucoup plus connectée, qui va dire, je reçois des informations assez constantes et je les partage entre le client et moi. Je peux savoir aujourd'hui si mon fils dort ou bien s'il dort suffisamment. Si ce matelas est vraiment fait pour lui ou pas. Combien de temps on dort exactement en tant qu'une famille? Qu'est-ce que les docteurs nous recommandent en réalité? Ça change l'approche. C'était juste un exemple. Au niveau, par exemple, du secteur de marketing ou de vente ou des commerciaux, ça change complètement. C'est ce qu'on a eu un peu à parler beaucoup plus. Parce que je suis peut-être plus commercial et je suis tenté peut-être d'aller un peu vers cet axe. Peut-être je le comprends un peu mieux. Mais aujourd'hui, c'était simple. On faisait un engagement beaucoup plus exactement sur les canaux sociaux, mais on se limitait là. Aujourd'hui, je l'ai dit, on commence à ouvrir plein de plateformes. Vous commencez à le voir exactement. De plus en plus, les compagnies ne se limitent plus à dire vous devez nous appeler pour pouvoir, n'est-ce pas, être connectés. Ils disent, vous pouvez, n'est-ce pas, le faire éventuellement à travers votre Facebook, vous pouvez, n'est-ce pas, le faire à travers votre compte Twitter, vous pouvez, n'est-ce pas, le faire éventuellement à travers le téléphone. On commence à arriver à une certaine forme de pluralité des offres parce que le client, de plus en plus, est demandant. Et ça change, n'est-ce pas, la donne de la relation et même les formats où les ventes se font. Moi, j'ai un client qui, pendant très longtemps, n'avait pas de site mobile. La seule façon pour lui de pouvoir vendre, c'était d'aller sur son site web. Mais on l'a dit tantôt, c'est un bon exemple. Vous êtes ici, je suis sûr qu'au moins 80% d'entre nous ont un téléphone qui est activé avec eux. Moi, j'ai le mien qui est là. Ça veut dire qu'avec mon téléphone mobile, je continue à être connecté. Je peux faire mes achats, je peux faire plein d'autres choses. Ce gars perdait 54% de son trafic en réalité. Après 6 mois, n'est-ce pas, d'adoption, par exemple, d'une implémentation de ces offres sur le site mobile, c'était 20% de nouveaux flux de revenus qui s'est créé. Donc ça devient assez compétitif pour nous de pouvoir tout simplement ignorer ces avancées. Je crois que les chiffres sont quand même assez clairs, ils sont démonstratifs, et ça devient un peu la nouvelle donne. Donc l'ancien format marketing dans le monde, dans le format traditionnel change. Mais la nouvelle donne qui commence à être, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'avancée technologique, et c'est une des choses, c'est la partie assistance. Avant, elle était complètement détachée du format classique. Comme je l'ai dit, vous pouvez le voir aujourd'hui. Et c'est un bon exemple. Prenez n'importe qui, prenez le Darty Bouton. Je crois que certains d'entre vous l'ont peut-être. Vous devez mettre un numéro de téléphone pour appeler. Allez sur le site web, vous allez voir qu'il y a une possibilité d'avoir un chat, par exemple. Vous avez exactement un Facebook avec eux. Vous avez un Twitter. Ils vous permettent de pouvoir interagir avec eux. Mais si vous devez avoir un support pour le produit, vous ne pouvez plus utiliser ce canal. Il est bloqué. Alors on change la donne aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, parce qu'en réalité, si vous commencez à regarder ces entités, ils dépensent trop d'argent au niveau de la partie assistance. Moi, j'ai travaillé avec ERDF ou avec La Poste sur des projets, sur le projet, par exemple, Facteo, qui est assez intéressant. Vous ne pouvez pas vous imaginer le coût logistique exactement d'un NNF. Pour un NNF, c'est ce qu'on appelle le No Fault Found. Donc la capacité tout simplement de retourner un dispositif qui n'a pas de problème. Mais tout simplement parce qu'il y a une perception de la part de l'utilisateur qui n'est pas en train de fonctionner. Donc je prends un cas assez banal, ça nous est arrivé sûrement à un de nous. J'achète un nouveau portable. Il est bras neuf, il m'a coûté 500 €. Mais je ne suis pas un geek de l'informatique. J'arrive, je n'arrive pas à faire les configurations VPN. J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. Je suis frustré, je viens de dépenser 500 ou 600 €. Mais vous savez quoi, je n'arrive pas à joindre Orange au téléphone. Encore moins SFR exactement depuis mon mobile. J'ai tendance à dire, j'ai un téléphone fautif. Je le renvoie. Pensez-vous qui va supporter ces frais logistiques, par exemple, de retour de téléphone, ou même parfois de remplacement pendant que le temps qu'Orange arrive à évaluer si ce téléphone est réellement fautif ou pas. Ça tombe automatiquement au fournisseur de services. Et ces coûts sont énormes. La fourchette est entre 75 € et 150 €. C'est une valeur moyenne. On a travaillé à cela 3 ans avec Motorola. On est sur NDA, je ne pourrais pas vous donner exactement
les détails sur les coûts, mais le NNF représente tout simplement 1,6% de leurs dépenses opérationnelles. En Europe, vous ne pouvez pas vous imaginer. On part à plus de 10 chiffres exactement de coûts. C'est très énorme. Donc ça, ce sera vraiment une certaine forme de révolution pour certains d'entre vous qui sont là et qui sont vraiment dans le monde de l'engagement et du service. Ça change la donne. Parce qu'être capable aujourd'hui de pouvoir ajouter le composant assistance dans le parcours du client, ça complète le fameux cycle qu'on parlait avant. Donc le cycle du produit ne s'arrête pas tout simplement à la vente du produit, parce qu'il y a des fois une garantie qui est donnée, c'est-à-dire la pérennité du service qu'on est en train de vendre. Je m'en vais jusqu'à la fin de ce cycle-là. Mais comment le faire, c'est ça qui devient, n'est-ce pas, le nerf de la guerre. C'est ça le génie de la chose qu'il faut pouvoir créer. Et on ne l'a pas créé en faisant plus ou moins 10 000 choses. On l'a tout simplement créé en créant ce qu'on appelle des produits connectés entre eux. Nos produits arrivent à parler. Parce que la réalité est la suivante. Si je m'en vais chez Darty, je les ai visités physiquement, ils vont utiliser un éditeur de solutions chat, par exemple, pour leur engagement sur l'espace digital. Ils vont utiliser une solution X pour le support, qui est complètement différent. Ils vont utiliser un système Y pour leur communication téléphonique. Et des fois, ces solutions n'arrivent pas à parler entre elles. On n'arrive pas à créer, n'est-ce pas, une certaine forme d'uniformité, n'est-ce pas, au niveau du layer des services. Et c'est ça qui crée la complexité. Et la beauté que nous avons, c'est que, je l'ai dit tantôt, on est un peu présent dans tous les écosystèmes. On est dans l'IEM, on est dans la relation client, on est dans l'engagement client, on est dans la collaboration, et ça nous a donné, n'est-ce pas, une position assez intéressante de pouvoir connecter nos produits entre nous et de résoudre, n'est-ce pas, cette problématique. Donc, demain, ça va changer. Et l'assistant ne va pas juste changer dans le sens où on va pouvoir être capable de supporter nos produits, mais comme on l'a dit tantôt, ayant cette forme de connexion depuis l'OM, parce qu'on le voit aujourd'hui, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir créer une nouvelle série de produits. Donc, ça devient assez intéressant, vous commencez un peu à vous imaginer. Donc, avant qu'on ne parte plus loin, je vais essayer de prendre 2 ou 3 exemples pour essayer un peu de matérialiser la chose, pour être sûr que je peux traduire un peu le concept un peu en fait. Et on va prendre 2 exemples. Nous avons un sur le monde des assurances, parce que c'est en train de changer vraiment, c'est un impact assez clair, et je crois que chacun d'entre nous a quelque chose d'assuré. Ça peut être une voiture, ça peut être, je ne sais pas, une maison ou une assurance à vie. Un des projets que nous avons fait avec AXA et Allianz, parce que ce sont des choses qui sont déjà complètement opérationnelles chez eux aujourd'hui, c'est d'aller leur regarder. Ce sont des clients très longtemps de Lockmin. Ils utilisaient un produit Lockmin qui était celui-là, qui était Rescue. Ils l'utilisaient rien qu'au niveau de leur information, au niveau de leur IT, au segment de l'information et technologie, pour pouvoir supporter des milliers d'utilisateurs ou d'employés qu'ils avaient. Et quand nous avons commencé, on a commencé avec le concept du client connecté, ou alors du parcours du client connecté. Ils ont été intéressés parce en tant qu'un gros client. Et ils nous ont dit, voilà la problématique que nous avons. Aujourd'hui, un accidenté a une DMT autour de 4 mois. Pour des cas, je parle des cas classiques, des cas normaux. Un accident de voiture, vous appelez l'assureur, il vous envoie la paperasse ou bien il vous pointe vers un site web, vous téléchargez plus ou moins la documentation, vous remplissez, vous prenez des photos, vous les envoyez. Chez nous, on doit des fois envoyer les gens parce qu'il y a un processus, n'est-ce pas, de vérification et de compliance à suivre. Ça les coûte de l'argent, mais aussi ça vous coûte de l'argent à vous parce que la déduction se fait quelque part, d'accord? Et on n'est pas sûr qu'on a vraiment cet engagement parce qu'on a un client qui est fusqué, l'accident s'est passé, il doit être remboursé, mais on doit prendre exactement toute cette période. Et on est donc venu avec l'idée, c'est pour ça que Resculence a été mis en lui disant, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement au niveau de vos applications, laisser le client être capable de vous appeler quand l'accident se passe d'ailleurs et de pouvoir simplifier sa vie en 2 choses. Résoudre le problème des fraudes que vous avez eu à souligner, 10%, mais en même temps être capable de pouvoir réduire vos coûts opérationnels et de rembourser réellement ce client quand on fait sa réclamation. Et c'est comme ça qu'elle est ce projet. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous avez, je ne sais pas s'il est partout, dans certains pays déjà il est actif, vous avez un accident, vous appelez Allianz, Allianz vous dit tout simplement, je vous donne un code qui vous arrive dans moins de 2 secondes, vous l'avez sur votre téléphone, et un streaming live commence à partir de votre téléphone. Il peut voir réellement le problème qui s'est passé. Vous pouvez le montrer, n'est-ce pas, la partie endommagée sur votre véhicule. Il peut voir votre plaque d'immatriculation. Il peut vous géolocaliser.
Vous n'avez plus besoin d'envoyer des photos parce qu'on sait comment Photoshop fonctionne, parce que hein, ces temps nous sont vraiment très intéressants. Ce sont eux qui prennent des photos. Mais la beauté exactement est la suivante, c'est qu'on ne va plus attendre 4 mois pour vous rembourser. On est en train de parler des processus de 4 à 5 jours. Ça, c'est incroyable. Moi, je ne sais pas exactement s'il fallait quantifier en termes de pourcentage de la DMT, mais c'est révolutionnaire pour ces gens-là. Mais l'impact va au-delà. Parce qu'il y a une chose, on n'aura plus besoin d'envoyer ce fameux inspecteur des dégâts qui va venir faire une vérification de vos informations. Les informations sont complètement vérifiées par l'utilisateur à ce moment, en temps réel, qui prend les photos plus que vous l'envoyez, mais les photos réelles qui sélectionne, peut vous géolocaliser, peut rendre compte exactement si l'information que vous avez dans le passé est vraie et qui peut clôturer le dossier, n'est-ce pas, en 4 ou 5 jours. C'est plus d'argent dans vos poches, mais en même temps aussi, n'est-ce pas, ce sont des cas d'incidence qui sont rapidement résolus par l'assureur avec moins de dépenses, par exemple, pour le cas de traitement. Voilà un cas d'exemple, par exemple, qui change. Avec HTM, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir exactement le dire, mais j'ai sorti le mot, parce que c'est un peu les compétiteurs de Darty, mais avec Boulanger. Une chose qu'ils sont en train de faire, c'est de changer. Aujourd'hui, chez eux, ils ont pris pratiquement tous les revendeurs qu'ils ont. Pas tous les revendeurs, je vais dire tous les OEM qu'ils ont. Ils font aujourd'hui l'exclusivité sur Samsung. Ils font l'exclusivité sur iSense. Et une des choses qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'on a commencé à travailler avec une façon d'embedder déjà nos senseurs, notre technologie sur les dispositifs. Et aujourd'hui, pour eux, quand vous appelez les magasins Clicktel, par exemple, qui font le support pour beaucoup de ces 2 distributeurs-là que je dis, pour le groupe HTM, donc dans un on parle de Boulanger par exemple, ils sont capables de vous dire, ben, pas de problème à travers une chat, on transforme cette session exactement en une session de support. Et c'est une réalité pour eux déjà. Et ça a commencé, n'est-ce pas, à faire une création de nouveaux services qui sont complètement associés à des offres qu'ils n'avaient pas avant. Donc au-delà de ça, ça peut, n'est-ce pas, être un moyen de pouvoir générer, n'est-ce pas, des revenus ou des nouveaux revenus récurrents. Donc rapidement, comment est-ce que Lockmin le fait? C'est ça, on a pu tout simplement prendre des solutions natives Lockmin, qui sont Bullchat par exemple, qui est la solution multicanal que nous avons, hein, de live chat ou de proactivité mobile. On a pu la faire interagir avec, n'est-ce pas, notre solution de support, c'est la solution, n'est-ce pas, numéro 1 qu'on a, et on a pu, n'est-ce pas, prendre notre plateforme Zaveli, qui condamne un peu l'idéo, et on les a fait tout simplement parler entre eux. Donc c'est vraiment juste de l'innovation. Il n'y a aucune invention ici. On n'a pas eu à recréer, n'est-ce pas, la roue. On a tout simplement eu à mieux observer et à dire, ben, si on arrive, n'est-ce pas, à pouvoir faire parler ces différents objets qui sont dans les écosystèmes un peu différents, nous arrivons, n'est-ce pas, à un résultat un peu différent. Donc je sais qu'on est assez court de temps. Je voulais que vous soyez assez interactifs. Je vais essayer de voir s'il y a des questions pour être sûr que plus ou moins, je ne vous laisse pas partir avec la soif, à votre soif. Vous avez des questions? Il y a des questions dans la salle avant que je ne continue? Est-ce à dire que je suis en train de faire mon boulot? Je fais bien mon boulot? Hein? Oui, n'hésitez pas à poser des questions à Alain Logbo. J'ai envie que vous me mettez exactement en difficulté. J'ai envie de... Hein? Ben, il y a une question sur moi là. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je voudrais que vous repreniez ce qu'on appelle l'exemple de l'assurance. Je vous suis très mal, je vous suis très mal. Bonjour à tout le monde. Ça va? Ça va beaucoup mieux, ouais. Oui, ça va. J'aimerais bien que vous repreniez ce qu'on appelle l'exemple de l'assurance comme ça. Parce que c'était un peu... Ok, vous voulez qu'on parle plus de l'assurance? Oui. C'était un peu rapide? C'était un peu rapide. Oui. D'accord, ok. On va aller tout doucement alors dans ce cas. Bon. Pour l'assurance, je vais essayer de téléphone, ce micro, il faut s'habituer un peu. Pour l'assurance, c'est ce que je disais un peu en avant, il y a une certaine forme de sélection. L'assurance, dans ce cas, a eu à prendre 2 choses. A pris la solution chat et la solution rescue. Et dans la solution rescue, on a l'élément Rescue Lens. Alors vous allez me dire, Rescue Lens, c'est quoi? C'est tout simplement aujourd'hui une technologie qui est développée au sein de nos plateformes de support qui permet de se connecter sur toute caméra de tout téléphone dès qu'il y a, n'est-ce pas, une autorisation de permission. Donc ce qu'on a eu à faire, c'est aujourd'hui les assureurs, puisqu'on parle d'Alliance et de AXA, ont déjà des applications propres à eux qu'ils offrent par de l'engagement client-client.
Et on a juste eu à embedded en forme de SDK, n'est-ce pas? C'est juste la technologie qui les permet de supporter leur application. Cette technologie qui fait aujourd'hui que le client, quand il appelle l'assureur, l'assureur lui dit tout simplement à cliquer sur « J'ai besoin de support » et vous avez, n'est-ce pas, votre code. Et le code qui arrive, c'est un code qui demande tout simplement avec des termes et conditions la permission à l'opérateur de pouvoir, n'est-ce pas, streamer sur votre téléphone. Et ce qui se passe, c'est que l'opérateur de l'assureur, ou bien l'agent de l'assureur, arrive à voir, dès que vous avez, n'est-ce pas, eu à donner cette autorisation, comme vous l'avez en streaming live, tout ce que vous êtes en train de voir au niveau de votre environnement. Donc, s'il vous dit, j'ai envie de voir où la voiture est en train d'endommager, vous n'avez qu'à pointer votre caméra sur cette partie. Et il a la possibilité, lui, de pouvoir stopper l'image. Il se rend compte que la qualité n'est pas bonne, de la prélever, de la stocker localement. Et en même temps, ils ont les coordonnées géographiques, n'est-ce pas, de votre positionnement à travers votre téléphone. Donc, ça les permet de pouvoir créer une série de questions, de vous authentifier, mais en même temps, de pouvoir résoudre, n'est-ce pas, le problème de fraude que j'ai dit. Ils avaient plus ou moins 10%. C'est pour ça que des fois, ils ont besoin d'envoyer quelqu'un physiquement parce qu'ils ont un peu des incohérences. Ils n'arrivent pas à pouvoir déterminer vraiment la fiabilité de votre raison, voilà, de la réclamation que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, c'est complètement résolu. Donc, l'utilisateur distant ou le client, AXA, ne connaît pas qu'il y a cette technologie qui existe. Donc, si on est face à un fraudeur, il a tendance à nous dire plein de choses qui ne sont pas vraies. Où vous trouvez-vous? Je suis à la rue Pierre. L'agent le sait que vous n'êtes pas à la rue Pierre. Par exemple, si c'est juste pour vous donner un cas. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces gars ont la possibilité, au cours de cet appel, qui peut durer 15-20 minutes, je ne saurais quoi vous dire, d'avoir les éléments qui, avant, dépendaient complètement de l'utilisateur final. En temps réel, de pouvoir, n'est-ce pas, vérifier l'authenticité de ces informations et de pouvoir, n'est-ce pas, vous fournir votre réclamation ou pas. Mais la beauté est la suivante, c'est ici on n'a plus besoin, n'est-ce pas, de pouvoir attendre parce que chez eux c'était un problème plus de DMT qui créait un backlog assez incroyable. Une frustration de la part du client qui a besoin d'attendre parce qu'on a la sensation qu'on paye chaque fois nos premiums, mais quand on est en une position, n'est-ce pas, d'accidenté, on n'a vraiment pas l'assistance qu'on nous a tout le temps prêché. Donc aujourd'hui, cela est complètement résolu à des temps assez incroyables. Chez eux, il se passe exactement aujourd'hui sur 4 à 5 jours pour résoudre ce genre de choses. J'espère que j'ai répondu un peu à la question. Parfait. Donc ici, ça illustre tout simplement l'engagement complet. Je crois que le client a la sensation, n'est-ce pas, d'avoir cette proximité de la part de l'opérateur. Mais au-delà de tout, je le disais, il y avait d'autres éléments qui sont assez attachés. Ça veut dire tout simplement un peu plus de premium parce qu'il y a moins de coûts attachés aujourd'hui, n'est-ce pas, au cours de cette opération, lors du traitement, par exemple, de votre incident. Donc, au-delà de la DMT qui est un élément technique, il y a aussi que le client est un peu, n'est-ce pas, mieux dans sa poche avec des cas qui sont traités de cette manière. Parce que l'opérateur AXA ou Allianz arrive tout simplement à réduire, n'est-ce pas, les coûts de traitement du dossier qui est associé exactement à votre claim, à votre cause, quoi. Donc, il y a d'autres cas, on ne va pas trop tarder parce que je crois qu'on arrive déjà un peu plus ou moins à la fin. Il y a d'autres cas d'utilisation qui peuvent, n'est-ce pas, qu'on pouvait, n'est-ce pas, repérer. Il y a des cas dans le secteur bancaire, il y a le cas dans le secteur de la grande distribution aujourd'hui avec Clicktel et HTM. Ils sont déjà aussi complètement live. Mais celui qui est vraiment très, très poussé, c'est celui, n'est-ce pas, de l'américain que j'ai eu à illustrer. Qui, lui, est complètement opérationnel avec même des magasins connectés aujourd'hui. Mais sentez-vous libre, après on peut continuer la conversation en arrière-plan et je peux vous donner, n'est-ce pas, des références. Donc, une des beautés est la suivante. Ne sentez pas simplement que je suis en train de vous vendre un concept, d'accord? Ce sont des choses aujourd'hui qui sont faisables. Donc, pour certains d'entre vous qui sont intéressés, vous pouvez soit vous arrêter au kiosque M12 ou alors me contacter personnellement. Il y a la possibilité, n'est-ce pas, de vous mettre sur des pilotes non payants, vous pouvez, n'est-ce pas, éventuellement évaluer l'impact ou les bénéfices qui peuvent, n'est-ce pas, associer avec l'adoption de ce genre d'approche. Merci beaucoup. À moins que vous ayez une question, hein. On peut encore prendre une question, si vous voulez, à Alain Logbo. Sinon, vous pouvez effectivement retrouver Logmein au stand M12. Merci beaucoup, Alain Logbo. Merci à vous tous. Merci de la présence.